La rédemption d'une mère. Je m'appelle Martha, j'ai 47 ans. Je suis mariée à Raphaël, un homme qui m'aime d'une dévotion silencieuse, presque ancestrale, une dévotion d'un autre temps, presque disparue. Nous vivons dans une maison en périphérie de la ville, entourée de pins et de souvenirs. Nous avons eu un fils, Hugo, 18 ans, aux yeux gris comme le ciel avant l'orage, un regard qui, avec le temps, a perdu son innocence. C'était lors d'une de ces nuits silencieuses que tout a basculé. Pas de cris, pas de violence, pas de porte brisée ni de larmes dramatiques, mais un bouleversement qui a ébranlé mon monde. Ce n'était pas entièrement sa faute. Je l'avais vu venir, comme une ombre à la lisière de ma conscience, une rumeur que je refusais d'entendre. Au début, ce n'était que des petites choses, sa façon de me fixer pendant que je cuisinais, comme s'il mémorisait chaque geste, sa manière de s'asseoir trop près sur le canapé, son genou effleurant le mien, comme par hasard, ses étreintes avant de partir à l'école, ses bras s'attardant une seconde de trop, cherchant la chaleur de ma peau. Je me disais que c'était mon imagination, que c'était l'affection naturelle d'un fils pour sa mère, que dans une époque de réseaux sociaux et de relations brisées, toute démonstration d'amour était mal interprétée. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Hugo a toujours été différent. Dès son plus jeune âge, il était sensible, introspectif. Il ne jouait pas avec les autres enfants comme les autres. Il préférait rester avec moi, m'écouter lire, m'aider à ranger les placards, m'accompagner au supermarché. « Tu es ma meilleure amie », me disait-il à 8 ans, avec un sourire qui illuminait la pièce. Et moi, bêtement, je prenais ça pour un compliment, une bénédiction. Mais les bénédictions peuvent se transformer en malédictions si on n'y prête pas attention. Mon mari, Raphaël, n'a jamais rien remarqué. Comment aurait-il pu? C'est un homme bon, mais distrait. Ingénieur, il voyage la moitié du mois pour son travail. Quand il est à la maison, il préfère le silence, la lecture, le jardinage. Il n'aime pas les drames ni les émotions fortes. Tout va bien, dit-il toujours, même quand le monde brûle. J'ai appris à ne pas le déranger, à garder mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes pour moi, à sourire quand j'avais envie de pleurer, à faire comme si tout allait bien, même quand tout s'effritait comme du sable mouillé. La première fois que j'ai su que quelque chose n'allait pas, c'était le jour des 15 ans d'Hugo. Nous avions organisé une petite fête à la maison, invité ses camarades de classe, mis de la musique, commandé un gâteau et des ballons. Il est resté silencieux toute la soirée, souriant par politesse, mais le regard absent. Quand tout le monde fut parti, je l'ai trouvé dans la cuisine, faisant la vaisselle. Je me suis approchée et lui ai caressé la joue. « Merci, maman », a-t-il dit. Puis, sans me regarder, il a ajouté, « J'aimerais qu'on soit toujours seuls, toi et moi. » Je me suis figée, ne sachant que répondre. J'ai ri nerveusement. « Qu'est-ce que c'est que ça, mon chéri ?» ai-je demandé, essayant de dédramatiser. Mais il n'a pas ri. Il m'a regardé, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'ai pas reconnu, quelque chose qui m'a fait reculer d'un pas sans le vouloir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, répétant ces mots dans ma tête, « J'aimerais qu'on soit toujours seuls, toi et moi. » Il semblait innocent, mais il ne l'était pas. C'était un besoin, une aspiration qui n'appartenait pas à un fils. J'essayais de me convaincre que c'était une phase, qu'il cherchait son identité, qu'il trouverait bientôt une fille, tomberait amoureux, et que tout cela serait derrière nous, comme un rêve fiévreux. Mais ce ne fut pas le cas. Avec le temps, ses gestes devinrent plus délibérés. Un après-midi, alors que je pliais des vêtements dans ma chambre, il entra sans frapper. Je ne portais qu'une longue robe. Je me retournai, surprise. Il ne s'excusa pas. Il resta planté là, à me fixer, non pas avec du désir ou de la dureté, mais avec une tristesse si profonde qu'elle me déchira l'âme. « Je suis désolé, dit-il finalement, mais il ne partit pas. Il s'approcha, prit un t-shirt sur le lit et le plia lentement, comme s'il avait tout son temps. Puis, sans me regarder, il murmura, « Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. » Ce n'était pas du désir, pas de l'amour au sens classique, mais quelque chose de plus subtil, plus dangereux, mêlé de passion et de culpabilité.
Je savais qu'il avait besoin de moi, et je ne savais pas comment lui dire que je ne pouvais pas être ce qu'il voulait. J'ai commencé à l'éviter. J'ai changé mes habitudes, je me douchais porte fermée à clé, j'ai arrêté de porter des vêtements confortables à la maison, j'évitais d'être seule avec lui. Mais plus je m'éloignais, plus il insistait. Une nuit, alors que Raphaël était absent, j'ai entendu des pas dans le couloir à 4 heures du matin. Je me suis redressée dans mon lit, le cœur battant. La porte de ma chambre s'est ouverte lentement. C'était lui, en pantalon de pyjama, torse nu, les muscles encore souples de la jeunesse, mais déjà visibles. J'ai froid, a-t-il dit. Ton lit est juste au bout du couloir, ai-je répondu d'une voix que j'espérais ferme. Mais il n'a pas bougé. Il s'est approché, s'est assis au bord de mon lit, puis, sans prévenir, a posé sa tête sur mes genoux, comme lorsqu'il était enfant. 1 minute, a-t-il murmuré, s'il te plaît. Et je ne l'ai pas arrêté. J'ai caressé ses cheveux. Sa respiration était calme, et à cet instant, je me suis laissé croire que tout allait bien, qu'il n'était qu'un enfant perdu en quête de réconfort. Mais lorsqu'il a relevé la tête et m'a regardé, ce n'était plus un enfant. Ses yeux brillaient d'une intensité qui m'a terrifiée. Je t'aime plus que quiconque au monde, a-t-il dit. Et avant que je puisse réagir, il s'est penché vers moi. Le pire, c'est que je ne l'ai pas repoussé immédiatement. Pendant une seconde qui est devenue une éternité, je suis restée immobile. Je ne lui ai pas rendu son geste, je ne l'ai pas encouragé, mais je ne l'ai pas repoussé non plus. Cette seconde fut mon erreur, car à cet instant, je lui ai donné de l'espoir. Je lui ai laissé croire que, peut-être, juste peut-être, quelque chose était possible. Quand je l'ai finalement repoussé, il était trop tard. Il s'est levé, les yeux emplis de larmes, mais aussi d'une certitude terrifiante. Tu n'as pas à faire semblant, a-t-il dit. Je te connais. Puis il a quitté la pièce, me laissant seule avec l'écho de mon propre cœur et la certitude que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû approcher. Après cette nuit, l'atmosphère de la maison a changé. Ce n'était plus seulement le silence, c'était une pression constante, comme si les murs savaient ce qui s'était passé et me surveillaient. Hugo ne parlait pas, mais chaque regard semblait dire, tu ne peux plus le nier. Moi, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je me levais avant l'aube pour éviter de le croiser au petit déjeuner, je partais en promenade sans but, le cœur serré, me demandant si je pourrais un jour me retrouver. Dans le miroir, je ne reconnaissais plus la femme qui me regardait, ses yeux étaient vides, fatigués, coupables. Raphaël revint 3 jours plus tard, avec sa valise, son sourire serein, son odeur d'eau de Cologne et de café d'aéroport. Il m'a serré dans ses bras, comme toujours, sans se douter de rien. Dans cette étreinte, j'ai craqué. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. Comment aurais-je pu avouer à un homme qui a bâti sa vie sur la confiance en son fils que ce fils, et moi, avions failli? Alors, j'ai menti. Je lui ai dit que j'étais stressée par le travail, qu'Hugo devenait distant comme tous les adolescents, que j'avais besoin d'espace. Il a hoché la tête, compréhensif, et m'a caressé la joue avec cette tendresse discrète que j'aimais tant, mais qui me faisait désormais me sentir comme une imposture. Le pire, ce n'était pas le mensonge. Le pire, c'était qu'au milieu de ma culpabilité, une part sombre de moi manquait l'attention d'Hugo, pas son désir, pas son obsession, mais la façon dont il me regardait, comme si j'étais le centre de son univers, comme si rien d'autre n'avait d'importance. L'espace d'un instant, je n'étais plus seulement l'épouse, la mère, la femme invisible qui veille à tout, mais quelqu'un de désiré, de nécessaire, de vivant. Et je détestais ça, car savoir qu'une part de moi aspirait à ce lien, même s'il était malsain, interdit, impossible, me faisait douter de qui j'étais, la victime ou la complice. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, Hugo entra dans la cuisine. Il ne dit rien, s'adossa simplement au comptoir, m'observant avec ce calme troublant auquel je m'étais habituée. Il portait un t-shirt blanc moulant, les cheveux encore humides de la douche, sentant le savon à l'amande qu'il utilisait depuis ses 15 ans. « Pourquoi m'évites-tu » demanda-t-il soudain. Je m'arrêtai, le couteau que je tenais posé sur un oignon à moitié coupé. « Je ne t'évite pas, mentis-je. »« Si, tu le fais, insista-t-il. Depuis cette nuit-là.
Le sol sembla trembler sous mes pieds. Ne reparle plus jamais de ça, dis-je, d'une voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Tu ne comprends pas. Jamais. Il ne baissa pas les yeux. Pourquoi? Parce que tu as honte de ce que tu ressens. Le couteau tomba au sol avec un bruit métallique. Je me tournai vers lui, tremblante. Je ne ressens rien. Tu es mon fils, Hugo. Mon fils. Mais il sourit, un sourire triste, presque compatissant. Alors, pourquoi as-tu pleuré après mon départ? Je ne savais pas quoi répondre. J'avais pleuré, jusqu'à perdre haleine, non pas pour lui, mais pour moi parce que j'avais réalisé que j'avais échoué en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain. Il fit un pas en avant. Je ne t'ai pas fait de mal, maman, murmura-t-il. Je t'ai juste montré ce qui était déjà là. Puis il quitta la cuisine, me laissant les mains tremblantes, l'âme en miettes. Cette nuit-là, je ne dormis pas assise sur le balcon, emmitouflée dans une couverture, je regardais les étoiles. J'ai pensé appeler une amie, une thérapeute, quelqu'un. Mais que dirais-je? Mon fils m'aime d'un amour interdit, et pendant une seconde, je n'ai pas su l'arrêter. Personne ne comprendrait. Personne ne me croirait. Ou pire, on me jugerait. Le lendemain, je décidai d'agir. J'ai dit à Raphaël qu'Hugo avait besoin d'un psychologue, qu'il se comportait bizarrement, qu'il s'isolait, qu'il avait des sautes d'humeur. Il fronça les sourcils, inquiet, mais acquiesça. C'est peut-être la puberté, dit-il, ou l'école. Mais oui, parlons à quelqu'un. Hugo refusa dès que nous le suggérâmes. Je ne suis pas fou, dit-il avec un calme terrifiant. Je n'ai pas besoin qu'un inconnu me dise ce que je ressens. Ce n'est pas de l'amour, Hugo, répondis-je, la voix brisée. C'est de la confusion, de l'attachement, je ne sais quoi, mais ce n'est pas de l'amour. Il me fixa. Et si c'était le cas? Si c'était le seul véritable amour que j'ai jamais connu? Tu me forcerais à le nier juste parce que le monde dit que c'est mal? Je n'avais pas de réponse, car au fond, je me posais la même question. Les semaines passèrent comme un lent cauchemar. Hugo commença à laisser des mots sur mon oreiller, des morceaux de papier avec des phrases comme aujourd'hui, j'ai rêvé que nous étions libres où personne ne nous comprend, mais peu importe. Je te comprends. Un jour, je trouvai un dessin de lui dans la poubelle, un portrait au crayon de moi, beau, détaillé, chaque trait saisi avec une tendresse qui faisait mal. Dans un coin, il avait écrit « La seule femme que j'ai jamais aimée ». J'ai pleuré dans la salle de bain, porte fermée, me mordant le poing pour ne pas faire de bruit. Puis, une nuit, alors que Raphaël dormait, j'entendis un bruit dans le salon. Pensant à un cambrioleur, je descendis en douce. C'était Hugo, assis sur le canapé, une bouteille de vin à moitié vide, les yeux rougis. « Depuis quand bois-tu » demandai-je, horrifié. « Depuis que j'ai compris que je ne pouvais pas t'avoir » répondit-il d'une voix rauque. Je m'assis à 1 mètre de lui, comme face à un animal blessé et dangereux. « Hugo, il faut que ça cesse, pour nous tous, dis-je. » Il me regarda, et pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. « Je ne sais pas comment m'arrêter, dit-il. Chaque fois que j'essaie de penser à quelqu'un d'autre, je ne vois que ton visage. » Puis il s'agenouilla devant moi. « Je ne te demande pas de m'aimer, dit-il d'une voix tremblante. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seule avec ça. » J'avais envie de le serrer dans mes bras, de lui dire que je ne l'abandonnerais jamais, que je serais toujours sa mère. Mais j'avais peur que ce câlin soit mal interprété, peur de commettre à nouveau la même erreur. Alors, je me suis levée. « Dors, dis-je. Demain, on verra un psychologue. » Cette fois, pas de discussion. Il hocha la tête, vaincu. Mais avant de partir, il murmura, « Si tu me forces à t'oublier, tu me perdras à jamais. » Il avait raison. Le rendez-vous chez le psychologue fut pire que je ne l'imaginais. Pas parce qu'Hugo résistait, au contraire, il était docile, presque soumis, mais parce qu'au milieu de la séance, il dit quelque chose qui me glaça le sang. Nous étions tous les trois dans le bureau, Raphaël, Hugo et moi. Le docteur Marquet, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes et à la voix douce, posa une question anodine. « Que ressens-tu pour ta mère, Hugo ?»
Il y eut un long silence pesant. Raphaël regardait par la fenêtre, mal à l'aise. Je serrais les poings sous la table, priant pour qu'il dise n'importe quoi sauf la vérité. Mais Hugo regarda le docteur droit dans les yeux et dit, « Je l'aime plus que je n'aimerais jamais personne. Pas comme une mère. Pas comme un fils est censé aimer. Je l'aime comme on aime une femme. » L'air fut coupé. Raphaël se retourna si vite que sa chaise grinça. « Quoi ?» Le docteur Marquet hocha la tête, sans surprise, comme s'il l'avait pressenti. « Et vous, Martha ?» demanda-t-il calmement. « Comment entendez-vous cela ?» Je ne pouvais pas parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. J'avais envie de crier que ce n'était pas vrai, que c'était insensé, que mon fils était malade. Mais je me souvins de cette seconde où je ne l'avais pas arrêté, et je savais que si j'ouvrais la bouche, la vérité jaillirait. Alors, je baissai les yeux. « Je suis dévastée », murmurai-je. Je le trouvai dans un parc, assis sur un banc dans la neige. Il avait 20 ans maintenant, plus grand, plus mince. Ses yeux gris ne brillaient plus de la même intensité, il y avait de la douleur, de la maturité. « Je suis en traitement », dit-il sans préambule. « Thérapie, médicaments, tout. » Je hochai la tête. « Je suis heureuse de l'entendre. Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit, » continua-t-il. « Je voulais juste te dire que je ne t'aime plus de la même façon. Je t'aime toujours, je t'aimerai toujours, mais ce n'est plus une possession, plus un désir. C'est la paix. » Puis il se leva, me serra dans ses bras comme un fils, et murmura, « Merci de ne pas me détester. » Il s'éloigna dans la neige sans se retourner. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je dormis sans rêver. Mais la paix ne dura pas. Quelques semaines plus tard, on m'annonça qu'Hugo était mort dans un accident de moto. Rapide, sans douleur, dirent-ils. À l'enterrement, Raphaël pleura en silence. Je ne pus pas. Je restai là, face au cercueil, me demandant si, en agissant différemment, en étant plus ferme ou plus compatissante, les choses auraient pu être différentes. Quelqu'un me tendit une boîte. « C'était pour vous », dit un ami. À l'intérieur, une lettre et une photo. La photo datait de ses 5 ans, à la plage. Je le portais sur mes épaules, riant sous le soleil. Il me serrait fort, comme s'il ne voulait jamais me lâcher. La lettre disait : « Maman, si tu lis ceci, c'est parce que je suis partie. Ne pleure pas pour moi. Pleure pour toi, car je sais que tu t'en veux. Mais ce n'était pas ta faute, c'était la mienne. J'ai confondu amour et possession. Tu m'as aimé comme une mère, et cela n'a jamais été un crime. Pardonne-moi, et pardonne-toi, car tu mérites la paix. Ton fils, qui t'a toujours aimé comme un fils. » Je tombai à genoux, pleurant enfin. Après l'enterrement, le silence revint, mais ce n'était plus celui de la culpabilité. C'était le silence du vide, celui que seule la mort laisse, une absence si absolue qu'elle fait plus mal que n'importe quel cri. Raphaël et moi nous séparâmes peu après. Pas de dispute, pas de récrimination, juste une conversation tranquille dans la cuisine, le café refroidissant entre nous. « On ne peut plus faire semblant d'être les mêmes, » dit-il, les yeux baissés. Je ne répondis pas. Nous nous serrâmes dans les bras une dernière fois, et ainsi, 20 ans de mariage s'achevèrent, non pas avec fracas, mais avec un soupir. Je vendis la maison. Je ne pouvais plus vivre entre des murs qui capturaient chaque regard, chaque frôlement, chaque erreur. J'emménageai dans un petit appartement au bord de la rivière, où le bruit de l'eau m'aidait à dormir. Je commençai une thérapie, une vraie. Cette fois, je ne mentis pas, je ne cachai rien. J'ai tout raconté, le doute, la confusion, la peur, l'amour tordu que je ne savais pas nommer. Ce que vous avez vécu n'était pas de la perversion, m'a dit ma thérapeute un jour. C'était une tragédie humaine. Parfois, l'amour se dérobe, pas par méchanceté, mais par des blessures dont nous ignorons l'existence. Mais je suis sa mère, dis-je, la voix brisée. Et vous êtes aussi une femme, répondit-elle. Et les femmes aussi ont des ombres. Cette phrase me libéra pas de la douleur, jamais de la douleur, mais de l'idée que je devais me punir éternellement. Avec le temps,
je commençais à écrire des lettres que je n'enverrais jamais, des histoires que personne ne lirait, juste pour organiser le chaos intérieur. Un soir, en feuilletant de vieux albums, je trouvai une photo d'Hugo à 16 ans, dans le jardin, arrosant les plantes avec un sourire timide. Au dos, il avait écrit d'une écriture maladroite, « Maman dit que les fleurs poussent mieux avec l'amour. Je veux grandir comme ça aussi. » J'ai pleuré, mais pas pour l'erreur. J'ai pleuré pour le garçon qu'il était, pour l'homme qu'il essayait d'être, pour cet amour qui, bien que tordu, n'avait jamais cessé d'être réel. Aujourd'hui, cela fait 4 ans. Je vis toujours au bord de la rivière. Parfois, quand le vent souffle du nord, je ferme les yeux et sens Hugo, non pas comme une ombre ou une menace, mais comme une douce présence, comme le souvenir d'une chanson qui ne fait plus mal. J'ai appris une chose fondamentale, l'amour n'est pas toujours pur. Parfois, il est déroutant, dangereux, il se manifeste de manière que le monde ne comprend pas. Mais cela ne le rend pas faux, juste humain. Je ne dis pas que ce qui s'est passé était juste. Ça ne le sera jamais. Mais ce n'était pas monstrueux non plus. C'était tragique, profondément humain. Et dans cette humanité, il y a un espace pour le pardon, pas pour l'oubli, mais pour avancer. Parfois, je rêve de lui, non pas de l'adolescent dans le noir, mais du petit garçon qui courait vers moi, les bras ouverts, criant « Maman, regarde ce que j'ai fait !» Dans ses rêves, je l'embrasse sans peur, sans culpabilité, seulement avec amour. Car au final, c'est tout ce que nous étions, 2 âmes qui s'aimaient comme elles le pouvaient. Même si le monde dit que c'était une erreur, je sais que, quelque part dans l'univers, cet amour avait le droit d'exister. Je ne le justifie pas, mais je ne le nie plus. Et peut-être, juste peut-être, cela suffit à me maintenir en vie. Car la plus grande punition n'a pas été ce que j'ai fait, mais de croire que je ne méritais pas de guérir. Aujourd'hui, je choisis de guérir pour lui, pour moi, pour l'enfant qui me regardait autrefois comme si j'étais son paradis, et pour la femme qui, malgré tout, continue d'essayer d'être digne de cet amour.